Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est donnée à la défense de Nuon Chea, qui pourra interroger la partie civile. Maître Sonaroun. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous, je m'appelle Sonaroun. J'ai quelques questions à poser à la partie civile. Je suis un des avocats de Nuon Chea, je n'ai que quelques questions à vous poser. Après quoi, je céderai la parole à mon confrère, lequel n'aura pas non plus beaucoup de questions à poser. Nous aurons besoin environ d'1 heure. Dans le procès-verbal de votre audition, document D246/3, dont un exemplaire vous a été remis par les avocats des parties civiles, il y a un passage sur lequel j'attire votre attention. La question suivante vous est posée. Avez-vous été témoin d'exécution à Trauk-Kraul? Et vous répondez oui. Un prisonnier a été emmené au réfectoire de la coopérative. L'encart a dit aux gens présents que la personne arrêtée avait essayé de s'enfuir. Après quoi, l'homme en question a été présenté à la population et il a été décapité. Vous dites n'avoir pas été témoin de la scène, mais vous dites avoir seulement vu la tête qui gisait par terre. Est-ce que vous avez vu la tête tomber ou vous avez vu la tête par terre? Le président. Madame, veuillez attendre. La parole est aux avocats des parties civiles. L'avocate. Ce n'est pas une objection, mais j'aimerais que l'avocat soit plus précis et qu'il cite la page ou les ERN pertinents. Maître Sonaroun. Les ERN sont les suivants. En khmer, ou plutôt en anglais, 0037 91 46, en français 00 42 26. Malheureusement, les interprètes de cabine française n'ont pas entendu les ERN corrects. Le président. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Vous aurez remarqué que dans les questions qui ont été posées par les avocats des parties civiles et les procureurs, ce volet n'a pas été vraiment abordé, à part quelques questions, et uniquement parce que la partie civile avait dit que son mari, qui était un ancien officier, avait été identifié comme tel, et c'est la raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans ce centre de détention. Tous les autres détails ont été passés sous silence, justement parce qu'on est dans ce dossier
002/01. Et donc je m'interroge sur la motivation de la défense de revenir sur certains de ces détails qui, pour autant, sont évidemment intéressants, mais ne nous semblent pas directement concerner le premier procès. Et donc les questions sur ce centre devraient être limitées, je pense, au traitement qu'ont reçu les différents soldats de l'ONOL à l'époque, s'ils étaient identifiés comme tels, mais ne pas aller au-delà. Merci. ខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅព្រះញ្ញា Maître Sonaroun, laissez-moi répondre à l'accusation. Ma question vise le PV d'audition. De cette partie civile. Ce PV existe, je n'ai fait que demander des éclaircissements, puisque la partie civile est présente dans le prétoire. Le président. La partie civile doit répondre à la question posée par l'avocat de Nunchia. La partie civile dans la prison de Trakraul, ça a été le dernier centre de rééducation où j'ai été emprisonné. Quand quelqu'un tentait de prendre la fuite, une réunion était convoquée. Et au cours de ce rassemblement, le fuyard était présenté. En général, on se retrouvait au réfectoire commun. Et avant la fin du repas, le prisonnier qui avait été capturé était présenté aux autres. Et l'on disait que la personne en question avait essayé de prendre la fuite et que le parti allait écraser cette personne, qu'il n'allait pas la garder. Du coup, chacun comprenait que la personne en question, qui était présentée au groupe, allait être exécutée ou décapitée. Nous étions donc très inquiets. Nous avons discuté entre nous et puis nous avons entendu des cris. Quand nous sommes retournés, nous avons vu que la personne avait été décapitée, la tête gisait par terre dans la prison de Trakraul. C'était horrible. Nous avons été témoins de ce spectacle horrible. Les gens vivaient dans une situation extrêmement misérable. La défense. Désolé, je vous interromps, je ne veux pas entendre trop de détails. Ma question est très précise. Je veux savoir si vous avez vu la tête du prisonnier qui se détachait du corps. Vous avez dit ne pas avoir vu la décapitation. Vous dites que vous avez seulement vu la tête qui était par terre. Alors, avez-vous été témoin de la décapitation ou avez-vous seulement vu la tête du prisonnier qui était par terre? La partie civile. J'ai vu que le prisonnier était sur le point d'être décapité, mais je n'ai pas été témoin de la décapitation en tant que telle. Je n'osais pas regarder. La défense. Question suivante. Même page du même document. Les juges d'instruction vous ont posé une question. Ils vous ont demandé si vous saviez ce qu'on avait fait du corps. Puis une autre question. Il est question de plusieurs soldats Khmer rouges qui ont participé à l'exécution du prisonnier et vous dites que les soldats en question ont ensuite été accusés d'autre chose et que ces soldats, eux aussi, ont été emprisonnés et exécutés par la suite.
Entre 75 et 76, les Khmers rouges ont tué 100 000 prisonniers environ. Je pense que ce chiffre est exact. Voilà ce que vous dites. Puis, vous dites donc que d'après vous, ce chiffre est exact. Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer qu'à votre avis, sur une durée d'1 an, 100 prisonniers ont été tués, ou plutôt 100 000 prisonniers? Réponse. C'est ce que je pensais à l'époque. Je pensais que le chiffre était exact. Nous travaillions pendant 3 jours, puis nous arrêtions pendant 2 jours. Tous les 2 jours, de 100 à 200 personnes étaient emmenées pour se faire exécuter. Les tueries n'ont pas commencé en 76, mais dès 75. Il suffit de faire un petit calcul. Il y a 365 jours par an. Si entre 100 et 200 personnes étaient tuées tous les 2 ou 3 jours, vous pouvez bien imaginer le nombre de prisonniers qui ont été tués pendant cette période. Si je pensais que c'était exact, c'est parce que chaque jour, des gens arrivaient de différentes coopératives. C'était bondé. Des gens étaient emmenés de force. On ne voyait certaines personnes qu'1 ou 2 jours, puis ces gens disparaissaient. Je me disais qu'ils devaient avoir été tués. Des gens, surtout des soldats, qui emmenaient ces prisonniers à l'écart, étaient au courant de cette histoire. Et ces gens eux-mêmes ont été emprisonnés. Après ça, ils sont revenus et ils ont dit qu'ils avaient emmené des prisonniers pour les exécuter. De nuit, nous sentions l'odeur de corps en décomposition. La défense. Merci. De 1975 à 1979, vous avez été évacué d'un endroit à l'autre, d'après ce que vous avez dit au bureau des juges d'instruction. Vous avez été évacué de Phnom Penh, tout d'abord. Après quoi, les soldats Khmer rouges vous ont placé à certains endroits. Vous dites qu'il y a eu plusieurs phases dans cette évacuation. Pendant l'évacuation, avez-vous reçu des instructions directes de la part des dirigeants? Est-ce que vous avez juste suivi la foule ou bien est-ce que vous avez vous-même entendu les instructions directes des chefs? Réponse. Il y a eu plusieurs étapes. J'ai quitté Phnom Penh, puis je suis allé ailleurs. Ce n'était pas moi qui voulais me déplacer d'un endroit à l'autre. Tels étaient les ordres des supérieurs. J'ai dû passer de Kandal à Kampong Chnang et à Pursat. J'étais emprisonné dans différents centres, y compris Trakrao et Banknol. C'était les instructions des chefs. Ce n'était pas moi qui voulais me déplacer dans le pays. Question. Ma question visait à savoir si vous aviez entendu directement les chefs donner des instructions ou bien si c'est de la part d'autres gens que vous avez entendu qu'il fallait bouger. Réponse.
J'ai entendu ça des chefs, notamment des chefs d'unité qui surveillaient la foule. Il s'agissait de chefs d'unité appartenant à l'armée et responsables des prisons où nous étions enfermés. Question. Vous avez dit avoir été emprisonné. Avez-vous été emprisonné pendant toute la période qui a suivi votre départ de Phnom Penh? Ou bien vous faisiez simplement partie d'une foule et vous considérez que c'est une forme d'emprisonnement? Réponse. À compter de la mi-76, moment où j'étais dans la province de Pursat, j'ai été en prison en permanence. Nous ne pouvions pas vivre chez nous. Nous devions rester dans le camp de la prison. Avec les autres, il y avait des prisons ordinaires et des prisons sombres. Nous devions vivre dans le camp de la prison. Pendant longtemps, il y avait beaucoup de prisonniers. Question. Quand vous avez été emprisonné, pour reprendre les mots que vous employez, est-ce que les soldats Khmer rouges disaient que c'était une prison ou bien est-ce qu'ils employaient un autre mot? Réponse. À l'époque, on ne parlait pas de prison. On appelait ça des centres de rééducation. Question. Quand vous avez vu le chef de votre équipe, comment était-il habillé? Portait-il un uniforme militaire ou un autre uniforme? Réponse. À l'époque, ils étaient habillés en noir et ils étaient armés en permanence, même pendant les repas. Quand ils emmenaient des gens à l'écart de force, ils étaient armés aussi. Question. Quand on vous a dit d'aller travailler, par exemple dans les champs, est-ce que vous avez constaté qu'il parlait khmer ou qu'il parlait la langue de minorité ethnique? Je parle ici des soldats et des supérieurs. Était-il khmer ou bien appartenait-il à des minorités? Réponse. Quand il nous disait d'aller travailler, il parlait cambodgien sans accent. Je pense que c'était des gens de la province de Pursat, d'après leur accent. Question. Je vous ai interrogé sur les différentes étapes de votre évacuation durant la période du Kampuchea démocratique. Durant cette période, avez-vous jamais vu des étrangers, des techniciens, des militaires, par exemple? Réponse. Non, je n'ai jamais rencontré d'étrangers durant cette période. Question. J'en viens à ma dernière question. Dans le document D246/3, ERN Khmer 0037 32
56, en anglais 0037 91 64 et en français 00 42 24 58. Une question est posée par les co-juges d'instruction. C'est la dernière des questions. Je la lis. En tant que partie civile, qu'est-ce que vous espérez et attendez? Et voici votre réponse. Je la cite. Je voudrais la justice pour toutes les victimes innocentes, mortes pendant le régime Khmer Rouge. Je souhaiterais que les hauts dirigeants Khmer Rouge soient tenus responsables et punis pour les crimes qu'ils ont commis. Je voudrais également que tous ceux qui étaient derrière ces crimes, que ce soit des Cambodgiens ou des étrangers, soient découverts. Fin de citation. Dans cette partie du PV d'audition, vous lancez un appel. Vous dites que vous voulez que les Cambodgiens et les étrangers qui ont appuyé les Khmer Rouges soient considérés comme responsables. À qui faites-vous référence quand vous parlez de ces Cambodgiens et de ces étrangers? Réponse. Ce que je voulais dire, c'est que les ordres qui étaient exécutés étaient systématiques. Autrement dit, ce n'était pas le chef d'unité ou de coopérative qui donnait ces ordres. Il devait y avoir des gens qui étaient derrière les Khmer Rouges. Il y avait des gens qui soutenaient les Khmer Rouges, parce que j'ai vu beaucoup de camions qui transportaient différentes choses. À ma connaissance, c'était des camions fournis par la Chine. Et le personnel de ces convois portait différents uniformes. Et je voulais donc que le tribunal établisse qui fournissait cet appui. Je suis convaincu que ce tribunal va rendre justice pour les victimes des Khmer Rouges, y compris pour les survivants qui ont enduré beaucoup de souffrances. La défense. Merci madame. Au nom de mon équipe de défense, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vais céder la parole à mon confrère, qui aura lui aussi des questions à vous poser. Merci monsieur le Président. Good morning. Maître Paul. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à toutes les personnes ici présentes, et en particulier bonjour à vous, Madame Leiboni. Merci d'être venue parmi nous aujourd'hui. Comme l'a indiqué Monsieur Son Haroun, mon interrogatoire va durer environ une demi-heure. Ma première question porte sur la situation qui prévalait à Phnom Penh avant le mois d'avril 1975. Vous avez déjà parlé de la période antérieure au mois d'avril 1975. Vous avez dit que la situation était chaotique à l'époque. Vous avez aussi évoqué l'afflux massif de personnes à Phnom Penh. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cet afflux massif de personnes à Phnom Penh?
avez-vous vu ces gens qui arrivaient à Phnom Penh avant le mois d'avril 1975? Réponse. J'ai vu cela personnellement. Alors que les combats s'approchaient de Phnom Penh, nous avons vu des gens qui se déplaçaient en famille. Il y avait beaucoup de monde. L'hôtel Cambodiana n'était pas encore achevé et le site était déjà bondé de réfugiés, de personnes déplacées qui s'étaient réfugiées à proximité. Le prix des aliments a augmenté. Nous recevions de l'aide américaine. Et ce ravitaillement était revendu par les soldats. Question. Les gens logeaient donc près de l'hôtel Cambodiana. Y avait-il d'autres endroits en ville où se regroupaient ces réfugiés? ចាឃើញនៅគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែ Réponse. J'ai vu des gens ailleurs. J'ai donné ça en exemple. Par exemple, d'autres personnes sont restées en arrière dans des pièces louées, des chambres et d'autres endroits où ils pouvaient demeurer. Question. Et d'après ce que vous aviez remarqué, tous ces réfugiés avaient-ils quelque part où se loger ou devaient-ils coucher à ciel ouvert ou dans les champs? Réponse. C'est difficile à décrire. Par exemple, une grande maison, quand le prix augmentait, il fallait diviser les pièces, créer une partition pour les réfugiés, les gens qui venaient se réfugier dans la ville. Question. Il y avait d'autres maisons. Avez-vous remarqué si les réfugiés campaient dans la rue ou dans des cabanes de fortune? Réponse. À la veille de la chute de Phnom Penh, je ne suis pas beaucoup sorti de chez moi. J'étais sur le point de donner naissance. Et on entendait les obus tomber tout autour. J'avais très peur de quitter la maison. Question. Et d'après ce que vous avez constaté, les réfugiés qui étaient venus à Phnom Penh, avaient-ils de quoi manger? Ou était-ce une situation difficile? Réponse. La situation était difficile en effet. Surtout sur la question de la nourriture. On ne s'attendait pas à ce que Phnom Penh puisse accommoder tant de gens qui venaient de partout au pays. Il y avait donc beaucoup de difficultés. Partir à la recherche de nourriture,
Question. Vous avez dit hier que votre famille n'avait pas de problème à avoir du riz car les soldats recevaient assez de riz. J'aimerais que vous nous précisiez un peu ce que vous vouliez dire. Le gouvernement vous a-t-il remis du riz? Ou aviez-vous assez d'argent pour acheter du riz? Réponse. À l'époque, mon mari était soldat. Il recevait donc du riz de son unité. Question. Vous avez dit hier aussi que votre famille avait de la difficulté à obtenir d'autres types d'aliments. Se procurer autre chose que du riz. Pouvez-vous nous donner un exemple de type d'aliment que vous ne pouviez vous procurer? Réponse. Ma famille n'avait pas de problème à se procurer de la nourriture. Nous avions en fait creusé une cache où nous pouvions cacher de la nourriture, comme par exemple du sel, de la pâte de poisson et autres condiments. Donc nous n'avions pas de difficulté. Maître Pao, j'aimerais vous poser une série de questions sur les citoyens de Phnom Penh qui n'étaient pas réfugiés, mais qui n'étaient pas soldats non plus. Je parle donc de la population civile de Phnom Penh. Avez-vous observé leur situation? Avez-vous remarqué s'ils avaient de la difficulté à se procurer de la nourriture? Réponse. En effet, comme je l'ai déjà dit, mais je ne l'ai pas vu par moi-même, car j'étais sur le point d'accoucher. Je restais donc à la maison. Mais mes voisins ont dit que les gens avaient de la difficulté à trouver de la nourriture. Question. Savez-vous si la population civile de Phnom Penh avait accès à des soins de santé suffisants, s'il y avait assez de médecins, assez d'hôpitaux, assez de médicaments? Réponse. Il est injuste de dire qu'il y avait des difficultés à obtenir des soins de santé, car il y avait assez d'hôpitaux pour fournir les soins. Question. Mais était-il difficile de s'y rendre? De se rendre à l'hôpital pour y recevoir des soins de santé? Réponse. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas été admise à l'hôpital à l'époque. Je ne peux donc vous dire ce qu'il en est. Maître Pao, je vous remercie de cette réponse. Vous nous avez dit, qu'on vous avait dit, que vous deviez quitter la ville car un bombardement américain était peut-être imminent. À ce moment-là, en 1975, l'avez-vous cru? Pensiez-vous que les Américains allaient bombarder la ville?
à l'époque, j'avais peur. Ils étaient très convaincants. Nous avions déjà remarqué depuis un mois qu'en effet, il y avait des obus qui pleuvaient sur la ville. Et quand on nous a dit que la ville allait être bombardée, nous étions déjà terrifiés. Nous sommes donc partis. Merci. Question. Vous avez dit avoir été évacué de Phnom Penh et qu'après un certain temps passé sur les routes, vous êtes arrivé au village de Kochiang Loi, qui est dans la commune de Pokresai, district de Ksak, Kandal. Et je regrette ma mauvaise prononciation. Vous avez dit qu'à cet endroit, il y avait suffisamment de nourriture. Pouvez-vous me donner plus de détails?នៅឃុំអញ្ជែងលើស្រុកសាច់កណ្ដាល Réponse. À Angcheng Le, dans le district de Ksak Kandal, je pourrais dire que la nourriture était décente. Le soir, on nous disait d'aller chercher une ration de poisson. Et l'on pouvait aussi trouver du riz. Après avoir quitté Phnom Penh, nous avions quitté la ville avec de la soie et d'autres types de tissus que nous pouvions échanger contre du riz. Et nous pouvions aussi échanger d'autres biens personnels contre du poisson ou des légumes. Je dirais donc, lorsque nous avons été évacués au début, la nourriture était acceptable. Question. Et plus tard, après d'autres déplacements, vous êtes arrivé à la pagode de Kokchum. Vous avez dit qu'on vous a donné le choix de la coopérative où vous pouviez vous établir. Pouvez-vous nous en parler? Qui vous a donné ce choix? Réponse. À la pagode de Kokchum, on y débarquait les gens qui venaient en charrette à bœuf. Les gens s'arrêtaient à cet endroit et des charrettes nous attendaient. Et donc, nous avions le choix de la direction que nous voulions emprunter, ou si l'on voulait demeurer dans la coopérative de Kokchum, c'était possible, ça aussi. Notre famille, qui venait de Poursa, nous a dit qu'il n'avait nul besoin d'aller ailleurs, car peu importe où l'on allait, nous allions devenir agriculteurs, alors autant rester là. Question. Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire? Pendant quelle période êtes-vous resté à la pagode de Kokchum, si vous pouviez nous donner le mois et l'année? Réponse. Je suis resté à la coopérative de Kokchum pendant la période de saison des pluies. Et c'était après le Nouvel An Khmer, c'était en 76. Donc, après
après le Nouvel An Khmer 76, on m'a transféré au centre de rééducation. Question. Vous avez aussi dit que pendant que vous étiez à la pagode de Kokchum, vous n'avez pas été témoin de personnes qui seraient mortes de faim. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Je n'ai vu personne mourir de faim. Toutefois, il y avait peu de riz à la coopérative. Nous pouvions utiliser le riz que nous avions apporté avec nous et nous pouvions échanger de la nourriture avec ceux qui fournissaient la nourriture au port. Question. Vous avez dit aux enquêteurs qu'à votre retour à Phnom Penh, vous aviez perdu votre maison. Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé? Réponse. Je suis rentré à Phnom Penh en 1980, car en 1979, j'étais toujours à Port Saïd. Je suis rentré à Phnom Penh en 1980. Je n'arrivais pas à reconnaître ma maison. Avant, elle était devant l'hôpital Long Hae et tout avait été rasé. Question. Était-ce votre maison qui a été rasée ou ce qui était devant votre maison qui a été rasé? Le président. Madame la partie civile, veuillez attendre que votre micro soit allumé avant de parler. La partie civile. Ma maison était en face de l'hôpital Long Hae. Mais ma résidence actuelle est à Tok Klang. Et c'est loin de mon ancienne maison qui était dans le 104, numéro 4. Maître Pao. Oui, je comprends. Vous avez aussi dit aux enquêteurs du bureau des couches d'instruction que lorsque vous êtes revenu chez vous, il y avait des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui habitaient chez vous. Comment l'avez-vous su? Réponse. Je l'ai su en demandant d'autres personnes. J'ai demandé... Non, en fait, ces personnes étaient chez ma tante et pas à mon ancienne maison. La maison était inhabitée. Question. Savez-vous qui étaient ces fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères? Étaient-ce des Cambodgiens ou, par hasard, des Vietnamiens? Le président. Madame la partie civile, veuillez attendre. La partie civile, enfin le conseil de la partie civile demande la parole, allez-y. Maître Moksavanari. Je m'oppose à la question qui vient d'être posée à la partie civile. En effet,
cela porte sur des événements postérieurs à 1980. Et donc, c'est non pertinent. Maître Powell, je dirais que c'est tout à fait pertinent. On a demandé à la partie civile ce qui était arrivé à sa maison. Cela touche directement l'évacuation de Phnom Penh en 1975. C'est à ce moment-là qu'on lui a demandé de quitter sa demeure, selon sa déposition. Et donc, il est important de savoir si elle a pu récupérer sa maison ou non. Et il est important de savoir aussi pourquoi elle n'a pas pu la récupérer. D'après ce qu'elle a indiqué aux enquêteurs du bureau des juges d'instruction, elle n'a pas pu récupérer sa maison car le gouvernement en place en 1980 ne lui a pas rendu sa demeure. Et on ne peut tenir mon client responsable de cela. Il s'agit d'un facteur atténuant. Si le gouvernement des années 80 a saisi, confisqué, c'est-à-dire la maison de la partie civile, et à savoir si elle la lui a rendue. Je dirais donc que ma question est tout à fait pertinente. Le président. Madame la partie civile, veuillez répondre à la question. Mais soyez précise, dites-nous si vous parlez de votre maison ou de celle de votre tante. Nous croyons que votre réponse était déjà claire, mais peut-être la défense souhaite savoir si vous parlez ici de votre maison ou de celle de votre tante. La partie civile. Ma maison était devenue un terrain vague. Les officiers sont allés vivre chez ma tante. Et il s'agissait de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Question. Donc, ce que vous avez déclaré aux enquêteurs du bureau de couche d'instruction était incorrect? Est-ce là ce que je dois comprendre? Pour des questions de clarté, permettez-moi de citer ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau des couches d'instruction. Il s'agit du document que nous avons sous les yeux depuis le début de l'audience, le document D246/3. Et le RN en khmer est 003732 55, en anglais 0037 91 64. La question était: qu'est-il arrivé à votre maison à Phnom Penh? Vous avez répondu: j'ai perdu ma maison. Je suis retourné voir ma maison en 1980, mais des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères vivaient chez moi. Fin de citation. J'aimerais donc savoir, est-il juste de dire que cette partie du procès verbal de votre audition par les enquêteurs est erronée? Réponse. J'ai vu que ma maison appartenait à d'autres personnes. Au début, quand je suis rentré, le terrain qui m'appartenait était devenu un terrain vague, puis quelqu'un a construit une maison sur ce terrain vague. Et à côté de chez moi, il y avait la maison de ma tante qui, elle, était habitée par des fonctionnaires. La défense, merci de cette explication. Ce n'est pas très important.
Mais je vais répéter ma question. Est-il juste de dire que votre déclaration, comme quoi votre maison était habitée par un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, est fausse, incorrecte? Réponse. J'ai déjà dit, on avait rasé ma maison. Et la maison voisine était celle de mon ancienne maison, était celle de ma tante, qui était, elle, habitée par des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Car ma maison n'était plus là quand je suis rentré là-bas. Thank you. That clarifies things. And La défense, oui, cela est un peu plus clair, mais pour être bien précis, vous avez signé le procès-verbal de votre audition pour en confirmer l'exactitude. Et plutôt, vous en avez confirmé l'exactitude dans le prétoire aujourd'hui. N'est-ce pas exact? Réponse. Oui, je l'ai confirmé et je l'ai dit aussi moi-même au juge d'instruction. La défense. Merci, je n'ai peu lu d'autres questions. Merci d'être venu et au nom de la défense de Nguyen Chi Anh, je vous souhaite un bon retour chez vous après que les autres équipes de défense aient terminé leur interrogatoire. Merci, madame. Le président. Merci, maître. Nous aimerions laisser la parole à la défense de Ieng Sary pour son interrogatoire dans la partie civile, si elle le souhaite. Maître Angoudong. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, bonjour, Madame Labonnie. Je m'appelle Angoudong. Moi et mon confrère, Maître Michael Carnavas, qui est assis à l'arrière, représentons Monsieur Ieng Sary. Nous n'avons aucune question à vous poser aujourd'hui. Toutefois, au nom de M. Ieng Sary, nous aimerions vous remercier d'être venu déposer et nous vous souhaitons bonne chance. Merci, M. le Président. Le Président. Très bien. Nous allons maintenant laisser la parole à la défense de Khieu Samphan. Si elle souhaite interroger la partie civile. Maître Kong Samwan. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. J'aimerais dire au nom de Monsieur Khieu Samphan que nous n'avons aucune question à poser à la partie civile. Merci. Le Président. Merci. Comme il a déjà été indiqué, en tant que partie civile, Madame, vous pouvez faire une déclaration dans laquelle vous exprimerez les souffrances que vous avez subies et le préjudice, si vous souhaitez le faire. Cha, នាងខ្ញុំសូមអរគុណចាក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាដើម La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. En tant que partie civile, je suis satisfaite et c'est la meilleure occasion qui m'a été donnée depuis 30 ans de pouvoir exprimer les souffrances que j'ai vécues devant cette chambre. À partir d'avril 1975, j'ai vécu dans la misère et le deuil, la douleur. J'ai dû quitter
ma propriété, mes amis, ma famille. J'ai dû marcher sur une longue distance, malgré le fait que je venais d'accoucher. Les Khmers rouges ont détruit toute chance de bonheur. Nous avons dû nous rendre à des endroits où mes enfants et mon mari ont tous été tués. Et j'ai gardé cette souffrance en moi pendant très longtemps. Et j'aimerais remercier la Chambre du fond du cœur de m'avoir donné l'occasion de pouvoir en parler ouvertement. J'ai été emprisonné dans des centres de détention. On m'a traité encore moins bien que des animaux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi moi et ma famille avons été emprisonnés dans des centres de détention. Nous n'avions commis aucun méfait. Et beaucoup de gens ont été maltraités. Ils ont été torturés. On leur a forcé de faire des aveux, alors qu'on leur arrachait les ongles. D'autres ont subi des simulations de noyade. Et une fois, une femme a déclaré qu'elle préférait mourir que de vivre cet enfer sur terre. Elle avait été passée à tabac. Les gens se faisaient frapper même au travail, même quand ils prenaient leur repas ou qu'ils dormaient. Ceux qui étaient trop affamés devaient ramasser des feuilles, car la nourriture reçue était insuffisante. Et quand ils attrapaient la diarrhée après avoir mangé ces feuilles, on les accusait d'avoir commis une faute et on les frappait. Beaucoup de gens étaient enchaînés. Ils étaient forcés à travailler. Ils se faisaient torturer s'ils étaient surpris en train de voler de la nourriture. Par la suite, environ 100 000 personnes ont été exécutées et bon nombre d'entre nous avons été envoyés travailler dans le district 23 de Bangkol pour repiquer du riz sur une centaine d'hectares. Nous devions travailler jusqu'à minuit. À 3 heures du matin, à nouveau, nous devions nous lever pour aller travailler. Nous devions utiliser des sacs vides pour nous couvrir le corps et nous protéger du froid. Le président. Madame, pourriez-vous ralentir la cadence? Si vous parlez trop vite, votre message ne pourra pas être correctement rendu dans les autres langues, à savoir l'anglais et le français. Il y a ici des gens qui écoutent en effet l'anglais et le français. Veuillez donc ralentir. Je vous en prie. Veuillez également attendre que le voyant rouge soit allumé. La partie civile.
Je ferai de mon mieux. Je me suis quelque peu emballé. La situation était misérable. On recevait très peu à manger, juste quelques louches de bouillie liquide. Nous étions épuisés chaque jour. Nous allions dans les champs, nous craignions pour notre vie. Dans les champs, nous devions transporter nos frères et sœurs. Tous les jours, je devais aller dans la rizière. Nous devions repiquer du riz. Nous avions un quota. On nous fixait une surface de riz à repiquer, faute de quoi nous étions punis. La ration alimentaire était minime. La situation était misérable. Mon équipe et moi-même avons repiqué sur 100 hectares. Nous avons été emmenés à la prison de la prison de Topkol au centre de rééducation de Bankol et beaucoup de gens de mon équipe ont disparu. Des gens ont disparu parmi notre équipe. Ils devaient avoir été exécutés. Ceux qui étaient sous le contrôle de la zone nord-ouest ont aussi été tués. Nous avons repiqué sur 100 hectares, puis nous avons remis ça à la coopérative. Puis ils nous ont emmenés au centre de rééducation de Bankol. Sur place, ça a été la situation la plus misérable que j'ai connue dans ma vie. C'était terrifiant. À la moindre faute, à la moindre erreur négligeable, on se faisait punir et enchaîner. On recevait très peu à manger. À la moindre erreur, on se faisait frapper. Il y avait des gens qui étaient emprisonnés dans le noir. Ils n'étaient pas exécutés, mais ils mouraient sur place, car ils devaient rester confinés dans une cellule minuscule et étouffante, sous un toit de zinc, en plein milieu de la rizière. Il faisait donc très chaud. Ceux qui étaient emprisonnés dans cette cellule sombre n'allaient pas s'en sortir. Sur place, j'étais affamé. Je mangeais tout ce que je pouvais, y compris des escargots crus. Nous étions prêts à manger n'importe quoi tellement nous avions faim. Rien ne nous arrêtait. Nous mangions tout ce qui pouvait nous remplir quelque peu l'estomac. Chaque matin, nous étions escortés vers le site de travail. Pendant la pause déjeuner, nous étions à nouveau emmenés de force vers le réfectoire. Nous y restions peu de temps et à nouveau nous étions emmenés dans les champs pour repiquer le riz. Et je m'interrogeais, je me demandais pourquoi ces gens étaient si cruels. Pourquoi ils nous forçaient à travailler dur? Pourquoi nous n'avions que peu de temps pour dormir? Nous devions nous réveiller vers 3-4 heures du matin, puis attendre sans rien faire avant de commencer à travailler. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous laissaient pas assez de temps pour dormir? Quand une des coopératives a été inondée, on nous a demandé de construire un barrage pour empêcher l'eau d'inonder la rizière. Ils nous ont dit
des choses désobligeantes. Nous avons été maltraités. Nous avons donc construit un barrage, puis nous sommes allés ailleurs pour donner un coup de main, notamment pour empêcher l'eau d'inonder la rizière. Dans la coopérative, il y avait des membres, des gens qui travaillaient dans le camp de rééducation. Ceux qui travaillaient au centre de rééducation pouvaient manger et retourner là où ils logeaient. Mais nous devions travailler, transporter de l'eau et de la terre. Les gens des coopératives avaient au moins quelque chose à manger. Mais les nouveaux, mon équipe et moi, nous devions travailler toute la journée. Ce n'est qu'arrivé au réfectoire que nous recevions à manger, mais beaucoup de gens se faisaient rosser. La situation, l'endroit était bondé, nous étions vus comme des prisonniers. Tout était mis en commun. Si un objet manquait, nous nous faisions frapper. Nous étions frappés si nous faisions du bruit. Chaque jour, nous recevions des coups. Un jour, on nous a dit de construire un barrage. C'était un travail très dur. Nous travaillions sous la pluie et pendant la nuit. Dans la région du Tonlé Sap, nous devions empêcher l'eau d'inonder la rizière. Nous en étions responsables. Nous devions donc rester dans l'eau toute la journée. Nous avions très froid. Nous étions également affamés. À un moment, le courant a emporté un barrage et beaucoup de gens sont morts. Devant l'arrivée d'eau, nous avons essayé de déterrer des pommes de terre pour les manger crues, mais ceux qui étaient surpris se faisaient enchaîner et étaient jetés en prison. Pendant la nuit, nous devions dormir dans un dortoir. Nous dormions n'importe où, là où nous le pouvions. C'était la saison des inondations, il y avait des vers de terre partout, et nous devions dormir avec les vers. Nous ne savions pas pourquoi ils nous traitaient de façon aussi inhumaine et dégradante. C'étaient des êtres humains aussi, pourquoi nous ont-ils fait ça ? Les soldats en noir nous évacuaient d'un endroit à l'autre et nous nous demandions quand nous pourrions nous installer quelque part, car on nous transbahutait sans cesse d'un endroit à l'autre. 3 des membres de ma famille sont morts, je suis la seule survivante, je n'ai pas osé résister à leurs ordres, j'ai dû suivre les autres lorsqu'ils s'étaient transférés d'un endroit à un autre. Finalement, je suis arrivé dans la commune de Tropeang Chong. Et enfin,
Après avoir décrit les souffrances que j'ai subies, à savoir que nous étions traités comme des animaux de manière inhumaine, j'aimerais faire quelques suggestions au tribunal. Je l'ai indiqué dans mon formulaire de partie civile. J'aimerais que la vérité soit découverte. J'aimerais que l'on découvre les gens qui étaient derrière ces crimes odieux. J'aimerais savoir s'il y avait des étrangers derrière ces crimes atroces. Je ne comprends pas comment un être humain peut se comporter de manière autant inhumaine. J'espère que le tribunal pourra rendre justice. Je sais qu'aucune enquête n'a été menée sur la prison de Koktol, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres prisons dans le pays qui pourraient être l'objet d'une enquête pour découvrir la vérité. J'aimerais aussi que le tribunal proclame une journée du souvenir en l'honneur de ceux qui sont morts dans la prison de Koktol pour apaiser ceux qui sont morts pendant le régime et pour qu'ils puissent reposer en paix. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci, Madame la partie civile. Vous avez fait part des souffrances que vous aviez vécues. Votre déposition touche à son terme. Vous pouvez à présent disposer, huissier d'audience, en collaboration avec l'unité d'appui, veuillez faire en sorte que la partie civile puisse rentrer chez elle. Madame Laïboni, je vous en prie, vous pouvez à présent quitter le prétoire. Le moment est venu de suspendre les travaux pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30. La Chambre entendra la déposition du témoin TCW 362, lequel sera interrogé en premier lieu par l'accusation. Les parties qui voudraient faire des observations sur les déclarations de Madame Laïbouni pourront également le faire. La parole est à la défense de Nunchia. La défense. Merci. Votre client, M. Nunchia, souhaiterait suivre l'audience de l'après-midi depuis la cellule temporaire, car il a mal à la tête, au dos, et car il a du mal à se concentrer. Nous avons remis le document de renonciation. Président. La Chambre prend note de la demande déposée par Nunchia. Celui-ci demande l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour raison de santé. Il ne peut rester assis longtemps. Il demande l'autorisation de se retirer dans la cellule temporaire. L'avocat a précisé que le document de renonciation serait remis en temps opportun à la Chambre. Par conséquent, la Chambre fait droit à cette demande. Nunchia pourra suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Nunchia renonce ainsi expressément à son droit de suivre l'audience physiquement depuis le prétoire. La défense de Nunchia est priée de remettre le document de renonciation portant la signature et l'empreinte digitale de son client. Service audiovisuel, veuillez brancher le matériel dans la cellule temporaire de Nunchia. Ainsi, celui-ci pourra suivre l'audience depuis cet endroit-là pour le reste de la journée. Agent de sécurité, veuillez conduire messieurs Nunchia et Sampan
dans leurs cellules temporaires respectives. À la reprise de l'audience, veuillez ramener Monsieur Khieu Samphan pour 13h30. L'audience est levée.